Donc, présentation des intervenants de cette première table ronde de l'après-midi pour cette journée santé, organisée, je vous le rappelle, par l'ADPI 1282, à Véron-Tarn-et-Garonne. Donc, nous avons, autour de cette table, dans l'ordre, j'ai essayé de le faire dans l'ordre, si ma vue le permet, nous avons Madame Kirsch de l'ADPI 23, l'ADPI de la Creuse. À l'extrême gauche, à ses côtés, Monsieur Cotier, c'est ça, de l'ADPI de la Creuse aussi. Nous avons aussi autour de ces petites tables, d'ailleurs fabriquées par, je crois que c'est fabriquées par des résidents d'ANESAT, il me semble bien, à la dernière minute, du beau boulot, si vous avez l'occasion de vous rapprocher. Autour de cette table aussi, Monsieur Vidal, même chose de l'ADPI 23. Et en ce qui concerne l'ADPI des Hautes-Pyrénées, Madame Raza est à la droite, pour vous, face à la scène. Et puis, pour l'ADPI 1282, Sophie Raymond, directrice générale adjointe, et Madame Taillade. Et le thème, je vous le rappelle, de cette première table ronde de l'après-midi, c'est mettre en place une politique transversale de promotion pour la santé. Et on va commencer par donner la parole à la Creuse et à son... à l'IREPS. Ah bah Madame Saunier est arrivée, excusez-moi, je ne vous ai pas vu arriver. Madame Saunier, vous préférez être debout ou assise? Debout. Debout. Eh bien rejoignez-moi, je vous laisse le micro. Alors, rebonjour à tous. L'idée de cette table ronde est un peu d'illustrer de façon concrète les démarches en promotion de la santé qui ont pu être mises en place au sein des associations de l'ADPI, ici et ailleurs. On voulait peut-être simplement vous rappeler, puisque j'ai d'autres collègues de l'IREPS 23 qui participent aussi à cette table ronde et un administrateur, quelles étaient nos missions et pourquoi on participait à cette démarche-là. On est une instance régionale d'éducation et promotion de la santé, ça veut dire qu'on a une expertise particulière dans ce champ-là, mais on reste généraliste sur un ensemble de thématiques. Et nos missions consistent, avant toute chose, à accompagner les professionnels dans leur démarche en promotion de la santé. Ça se traduit à la fois à travers un appui méthodologique aux porteurs de projets, à travers des formations, à travers la mise en place de programmes de contribution aux politiques publiques, mais aussi de ressources documentaires. Et d'ailleurs, il y a une table au fond de cette salle où vous pouvez aussi trouver quelques références, des bibliographies, des outils pédagogiques. Voilà, et donc c'est vraiment dans ce souci d'accompagnement des professionnels qu'on participe à vos côtés à ces démarches-là. Je voulais juste rebondir en fait sur la présentation de ce matin pour mieux l'illustrer à vos réalités et à vos fonctionnements, tout en faisant écho à un cadre national, puisque nous sommes regroupés au sein d'un réseau, la Fédération nationale d'éducation et promotion de la santé, la FNES, qui a édité il y a juste une semaine un guide d'action pour les démarches en promotion de la santé dans le secteur du handicap. Vous en trouverez des exemplaires sur la table au fond de la salle. Et ce guide d'aide à l'action veut vraiment à la fois donner des repères méthodologiques, mais aussi des références concrètes sur comment on peut s'y prendre. Et donc, j'ai choisi juste de vous montrer en introduction deux slides de repères pour laisser la parole ensuite aux collègues qui vont vous présenter des démarches. On a parlé tout à l'heure de la charte d'Ottawa et on a parlé des 5 niveaux d'intervention que propose la charte d'Ottawa. Et en fait, vous mettez déjà beaucoup de choses en place, parfois sans savoir que ça a un lien avec la promotion de la santé. Et finalement, la démarche en promotion de la santé, c'est simplement de mettre du lien et de la cohérence entre des actions que vous pouvez déjà mener ou en intégrant de nouvelles.
Et donc, si on prend l'axe 1, qui est en bleu au-dessus, mais je pense que vous ne voyez pas très bien, mais vous retrouverez ça dans les supports. Le premier axe qui concerne l'élaboration des politiques publiques, c'est des choses que vous mettez déjà en place quand vous réalisez par exemple vos évaluations internes, externes, quand vous mettez en place vos démarches qualité. C'est issu de la loi de 2002 et vous vous situez déjà dans cette perspective-là où vous allez travailler notamment sur la bientraitance et sur l'accompagnement des usagers à travers ces démarches. Sur le deuxième axe de la Charte d'Ottawa, qui concerne la création de milieux favorables à la santé, il y a plusieurs façons en fait de travailler sur cet axe-là, notamment en travaillant sur la qualité de l'accueil. Donc là, il y a par exemple la mise en place d'un livret d'accueil qui existe certainement déjà dans vos structures. Il y a tout le travail autour de l'environnement physique, c'est travailler à la sécurité des locaux, à l'adaptation de l'environnement physique des lieux de vie. Il y a tout ce qui concerne les conditions de travail, donc on peut penser à des lieux de détente pour les salariés. S'ils ont des espaces de récupération pendant leur temps de pause, ils sont ensuite plus disponibles aussi pour accompagner les personnes. Tout ce qui concerne l'inclusion dans les territoires, donc on peut penser à tout ce qui est accès en termes de loisirs au niveau des structures de proximité. C'est par exemple développer des ateliers au sein des MJC qui peuvent être présentes sur vos territoires. Et enfin, évidemment, l'environnement social qui, là, va concerner toutes les démarches de coéducation que vous portez déjà beaucoup au sein de la DAPI entre les professionnels et les familles. Donc voilà, de façon très concrète, ce qu'on peut faire et ce que vous faites déjà sur la promotion de la santé à travers cet axe-là. On a ensuite le renforcement de l'action collective et communautaire. Donc, c'est tout le travail autour des conseils de vie sociale, par exemple, mais c'est aussi la réalisation de ce diagnostic qui a été mené par l'IREPS Occitanie sous l'impulsion de la commission santé. C'est vraiment un temps de mobilisation et de réflexion collective autour de l'approche en santé. Ensuite, en ce qui concerne l'acquisition d'aptitudes individuelles, donc là, c'est tous les temps de sensibilisation ou de mise à disposition d'outils adaptés aux personnes pour qu'ils puissent être en situation d'acquérir ces informations-là et d'exprimer leurs propres choix et leurs propres volontés. Et on termine enfin avec la réorientation des services de santé. Donc là, c'est le travail qu'on peut engager sur l'éducation thérapeutique du patient, où on évoquait tout à l'heure le partage des informations médicales autour du secret médical partagé. Ça contribue aussi également à l'adaptation des services de santé et à son ouverture aux personnes. Donc, de façon un peu synoptique, voilà comment peut se décliner les différents axes de la Charte d'Ottawa dans le secteur du handicap. Sylvie pourra vous l'illustrer plus. Elle a été aussi à l'origine de cette réflexion dans la démarche nationale et elle pourra en échanger avec vous de façon plus concrète. Je voulais juste terminer mon propos avec un focus quand même sur la participation, parce que c'est pour nous un élément essentiel de la démarche en promotion de la santé. On a déjà beaucoup insisté ce matin. Il faut que les personnes soient vraiment au cœur de la démarche pour pouvoir faire des choix éclairés. Et donc, on rappelle dans ce guide qu'il y a différents niveaux de participation et c'est intéressant de passer par ces différentes étapes en fonction des sujets, des situations.
et de ne pas se dire on ne va pas y arriver, c'est pas possible. Voilà, il y a toujours, vous évoquiez, hein, Madame, tout à l'heure, comment on peut faire, comment on peut s'organiser. Bon, ben, c'est à chaque fois en essayant, voilà, de s'adapter, nous, professionnels, aux capacités des personnes. Hein. C'est bien à la société, dans le sens de l'inclusion, c'est bien à la société de s'adapter pour faciliter et favoriser la participation pleine et entière des personnes à leur projet. Donc on a ces niveaux d'information et de sensibilisation, c'est permettre aux personnes de s'exprimer, parfois avec des icônes, des dessins, je veux pas, j'aime pas. On peut aussi avoir un niveau de consultation et de recueil d'informations. C'est le film qu'on a vu ce matin sur C'est quoi la santé. On est sur une participation active des personnes. La concertation et la discussion, on l'a au moment du diagnostic qui a été réalisé. On a aussi ce niveau de partenariat et de co-construction qui peut se mettre en place à travers des groupes de travail sur certaines thématiques auxquelles les personnes en situation de handicap, les familles sont associées et pleinement partie prenante. Et enfin, le niveau sans doute le plus intégré de participation, c'est vraiment de permettre une participation effective, pleine et entière, à différents stades, au niveau de la formulation des idées, au niveau de la décision et même au niveau de l'évaluation des démarches. Je ne vais pas m'étendre davantage parce que je veux surtout laisser la parole aux illustrations concrètes et aux expériences et au temps d'échange avec vous. Voilà, je vous remercie. Merci Madame Saunier. Tiens, alors du concret, on va en avoir avec l'ADAPI de la Creuse, l'ADAPI 23, plusieurs représentants, et une expérience réussie donc de politique associative de promotion de la santé que vont nous présenter Monsieur Cotier, Madame Poli, Monsieur Vidal et Madame Kirsch de l'ADAPI de la Creuse. Qui prend la parole en premier? Monsieur Vidal. Eh bien, bonjour. Merci de votre accueil. Je vais vous présenter, en fait, je vais introduire la présentation de ce que nous appelons une expérience réussite politique associative de promotion de la santé. J'en profite pour remercier les organisateurs de ce colloque de nous avoir invités, l'équipe creusoise, ADAPI 23, IREPS Nouvelle-Aquitaine. Je le fais d'autant plus, enfin c'est IREPS 23, je le fais parce que, en fait, j'ai le privilège d'être à la fois administrateur à l'ADAPI, trésorier adjoint 23, et je suis aussi vice-président de l'IREPS reconstitué au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, puisque vous savez qu'avec la réforme territoriale, il n'y a plus qu'une région, à partir des 3 anciennes régions, le bureau a été reconstitué, voilà. Donc je suis ravi de pouvoir vous remercier au nom de l'équipe. Alors, pour commencer, je voudrais essayer de situer ce projet dans le cadre, je dirais, des éléments événementiels les plus récents et qui justifient de la pertinence, de mon point de vue. Alors, je cite dans le livre blanc produit par l'UNAPI, pour une santé accessible aux personnes handicapées mentales, cette enquête de 2012 auprès de 2000 personnes concernées par l'API du Nord, et qui indique que les personnes en situation de handicap émettent un avis moins positif sur leur santé générale comparé à l'ensemble de la population française. On voit donc déjà un intérêt important. Le rapport de la mission Pascal Jacob, on le cite toujours, mais c'est important, en 2013, l'accès aux soins pour les personnes handicapées, qui souligne la situation actuelle particulièrement difficile de ces personnes confrontées aux problèmes de santé. Et puis, le plus récent, les états généraux de la déficience intellectuelle des 11 et 12 janvier 2018, qui rappelait dont le droit fondamental d'accéder à la pleine citoyenneté, développer le droit d'agir sur sa propre vie et améliorer sa qualité de vie. On est dans la suite de l'application de la loi de 2005, j'y reviens pas. Tout ça a été évoqué ce matin, mais ça montre en fait que dès 2003, l'ADAPI a eu conscience de ça et les faits récents rappellent en fait tout l'intérêt de cette démarche. Alors, quel projet pour l'ADAPI 23 ? Eh bien, l'ADAPI a souhaité engager une politique volontariste dès 2003 en faveur d'un projet global de santé
à la fois pour des personnes en foyer de vie, mais aussi pour des personnes accompagnées par un SAVS. L'initialisation du projet, on va y revenir tout à l'heure, a été conçue à partir des représentations sur la santé exprimées par la population concernée elle-même, au tout départ. Et l'intérêt, c'est que ces représentations, précisément, mettaient en exergue la notion de bien-être. Alors ça renvoie à ce qu'on a dit depuis ce matin et qu'on répète à l'envi, mais parce que c'est une base importante, c'est la définition de l'Organisation mondiale de la santé qui dit que c'est un état de complet bien-être physique, mental, social. Aujourd'hui, on dit aussi environnemental, on a actualisé les choses, pour un individu, un groupe. Donc ce n'est pas seulement l'absence de maladie, mais tout ça a été dit, c'est juste en fait une répétition rapide. Voilà. Mais on est en phase, en fait, dans cette définition avec ce qui est exprimé dans les représentations des populations dont nous nous occupons. Bon, la promotion de la santé, c'est quoi? Excusez-moi, je n'ai pas avancé, voilà. C'est quoi? Bon, on revient à la charte d'Ottawa, bon, mais on va pas y rester, c'est pas intéressant. Simplement, il s'agit des comportements, il faut le savoir, dont il s'agit de promouvoir de nouveaux comportements, de promouvoir des conditions de vie et de travail favorables à la santé, et de façon générale, une maîtrise des risques. C'est ça, en fait, la promotion de la santé. Voilà, donc c'est une approche positive, et c'est important. Ça n'est jamais négatif, la promotion de la santé. Le partenariat avec l'IREPS, là aussi, je passe rapidement, Mme Sonia en a parlé, donc c'est pas la peine. J'insiste juste sur une chose, toujours la santé globale. Je rappelle que la demande initiale de l'ADAPI, c'était justement un projet global de santé. Là aussi, il y a une parfaite cohérence. Et puis, la santé pour tous, on a parlé ce matin d'inégalité de santé territoriale, sociale ou autre. On est bien dans cette démarche et elle est particulièrement pertinente. Alors, je voulais aussi quand même situer l'actualité du moment parce que ça montre que plus que jamais, la politique nationale et la déclinaison régionale sont parfaitement en phase avec ce type d'approche. Donc, je rappelle l'annonce le 26 mars 2018 par le Premier ministre et la ministre de la Santé de ce qu'on a appelé le plan priorité prévention de 25 mesures gouvernementales. Alors, il s'agit de prévention, ce n'est qu'une partie de la promotion de la santé, mais tout de même, c'est un pas important, je dirais, dans ce qui nous anime. Et également la stratégie nationale de santé, c'est la ministre de la Santé qui a publié cela au mois de décembre. Et l'intérêt, j'ai indiqué sur la diapositive que c'est repris par les plans régionaux de santé, mais j'y reviens. L'intérêt, c'est que le premier acte de cette stratégie, et c'est la première fois, puisqu'aujourd'hui on était essentiellement dans le soin, dans le curatif, dans les précédentes stratégies, c'est mettre en place une politique de promotion de la santé, incluant la prévention dans tous les milieux tout au long de la vie. Et les domaines prioritaires, vous voyez, c'est toujours promouvoir les comportements favorables à la santé, promouvoir les conditions de vie et de travail favorables et maîtriser les risques. On est bien toujours dans cette même logique. Donc c'est un point d'autant plus positif et ça montre que là aussi l'ADAPI a eu l'anticipation qu'il fallait. J'en parle d'autant plus que je n'étais pas à l'ADAPI à cette époque et que justement il me paraît utile de dire à quel point en fait l'association a été clairvoyante. Les plans régionaux de santé, c'est qu'aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'y travailler s'agissant de la Nouvelle-Aquitaine. Les PRS 20, comme on les appelle, ont décliné cette politique et elle-même a mis en premier élément la promotion de la santé. C'est important et notre ARS en Nouvelle-Aquitaine est particulièrement intéressée et tout particulièrement aussi pour cette population. Une cohérence qui est à indiquer. J'aime toujours en fait quand on lance des démarches de projet que l'on puisse en mettre en valeur avec les valeurs de l'institution, l'histoire de l'institution. La cohérence, je la vois dans le fait que les valeurs développées dans le projet associatif de l'API 23, j'y ai participé récemment, donc je le sais d'autant plus, et je veux le rappeler, c'est l'autoreprésentation, l'autodétermination, la citoyenneté, et c'est bien en concordance avec une telle démarche de promotion de la santé. Voilà, donc c'est encore une fois un élément qui rassure sur le fait que nous travaillons dans le bon sens. Bon, le projet en pratique, mais on va y revenir très très vite, donc en fait, juste parler de ces représentations dont on a parlé, un diagnostic comme toute démarche de projet. Je ne recite pas en fait les axes de promotion parce qu'ils vont être évoqués, et ensuite sur la base du diagnostic, un projet construit qui a abouti à la rédaction de fiches Action Santé. Ceci va être évoqué tout prochainement, dont je ne développe pas. Je vais simplement terminer par cette diapo qui me paraissait importante pour finir, c'est que il y a des conditions qui favorisent la mise en place de projets comme ça globaux, institutionnels, transversaux. C'est, et je voulais les rappeler, c'est l'engagement, le portage et le soutien de la direction et du conseil d'administration pour pérenniser la démarche,
garantir la réussite, permettre aussi des temps dédiés aux professionnels qui y consacrent du temps. La congruence de la démarche avec les orientations dans les valeurs, je citais tout à l'heure, du projet associatif, et la mobilisation et l'investissement des professionnels qui est très intéressant et qui le fait d'autant plus, bien sûr, qu'ils voient que la direction et le conseil d'administration sont engagés. Voilà, donc je n'insiste pas là-dessus. La démarche va être développée tout de suite. Alors j'ai dit qu'elle avait démarré en janvier 2013. Il faut dire qu'elle existe toujours, qu'elle continue à vivre, qu'il y a des évaluations ponctuelles et qu'une évaluation, ça permet de réajuster et puis aussi de se relancer. C'est une démarche qui est appelée à durer et c'est une très bonne chose. Donc elle va vous être présentée alors par cette équipe qui marche très bien depuis 5 ans, dont Cécile Kirsch, ADAPI, Sylvie Poli, IREPS et Emmanuel Cotier, ADAPI. Voilà. Donc Madame Kirsch et Madame Poli pour l'ADAPI de la Creuse, qui préfère être debout, elle aussi. Bonjour à tous. Alors, c'est pas évident de prendre la parole derrière tout ce qui s'est dit, et ce matin, et ce début d'après-midi. Nous sommes en fait vos collègues, nous venons de l'ADAPI 23, vous l'avez compris. On vient ici témoigner d'un projet qui est modeste, qu'on a essayé de vous mettre un petit peu de façon signifiante sur des vignettes. La symbolique de l'arbre, c'est pour vous montrer que donc il y a des racines, c'est-à-dire que tout projet prend corps sur le terrain. Il y a des éléments de structuration que vous allez retrouver sur le tronc, et puis après, à la fin de la démarche, il y a des fruits. Voilà, donc on va essayer de vous traduire tout ça le plus simplement possible. Je ne vais pas reprendre ce qui a déjà été dit, mais un des premiers leviers pour nous, c'est la volonté associative. C'est-à-dire que ce projet, il est possible parce qu'il est initié au préalable par notre organisation, par la gouvernance, par la dirigeance des établissements. Donc pour nous, la première chose, en fait, je vais vous raconter une toute petite anecdote, mais moi qui m'a beaucoup marquée. Madame Kett, notre présidente, nous avait réunis à l'occasion d'une réunion pour un copil qualité. Et puis à cette occasion, les infirmières avaient travaillé sur quoi faire en cas de, c'est-à-dire quoi faire en cas de piqûre de guêpe, etc., etc. Et puis, lors de cette présentation des infirmières, Madame Kett nous a arrêtés et nous a demandé de stopper ce travail-là et que ce travail ne pourrait être validé que lorsque on aura défini un projet chapeau. Donc, bon, on s'est tous regardés, on ne savait pas ce que c'était qu'un projet chapeau. Moi, je suis donc directrice adjointe d'un foyer d'hébergement. Les collègues étaient là aussi, cadres. Vraiment, on n'a pas compris. Donc, bon, ça a quand même attisé notre curiosité. Là-dessus, au même moment, on avait le colloque UNAPI sur la santé à Marseille. Peut-être que certains d'entre vous y étaient. Voilà, donc il y a eu ce moment de colloque, il y a eu le moment du livre blanc aussi, donc un moment important, qui a bien traduit les difficultés des personnes en situation de handicap. Et donc voilà, fort de cet ensemble, Madame Kett, qui avait déjà tous ces éléments, nous a demandé d'y travailler. Donc on ne savait pas comment faire, comment partir. Elle nous a proposé un cadre méthodologique avec l'IREPS. Et puis voilà, on a cheminé progressivement, soutenu par notre direction générale, soutenu par nos directeurs. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est de vous dire que ce travail, il a été fait avec les acteurs de terrain. Et au départ, avec les représentations des résidents, sur qu'est-ce que c'est qu'être en bonne santé, ce que vous avez fait, le film que vous avez fait, qui montre bien ce qui est important pour eux, le travail que vous avez réalisé aussi avec le concours. On voit déjà tout le chemin que vous avez parcouru. Vous avez passé l'étape de diagnostic et maintenant il va falloir mettre en place des actions. Des actions pour rendre les choses plus concrètes. C'est pas évident et ça ne peut se faire qu'avec vous, les familles, les personnes en situation de handicap et les professionnels. Voilà.
Juste, on avait pointé le temps dédié parce que je compare, moi, avec d'autres projets que j'ai accompagnés. Hein. Domitis vous a dit, nous, nos missions de base, c'est aussi l'accompagnement méthodo. Donc moi, ça fait 20 ans que je travaille dans les CODES puis les IREPS parce qu'ils ont changé de nom. Et c'est la première fois que je voyais vraiment une implication aussi forte d'une association qui s'est donné le temps. Hein, et puis on l'a noté, que c'est quand même un processus qui s'est déroulé maintenant sur 5 ans. Donc, vous dire aussi qu'un élément important pour nous, un élément qui a été clé, c'est qu'on nous a laissé travailler. C'est-à-dire on nous a fait confiance. Voilà, ça aussi, c'est un mode de management qui est maintenant bien illustré, bien lisible dans le projet associatif. C'est-à-dire que bien souvent, les cadres, on est dans des positions de recueillir les avis et de décider. Là, l'idée, c'était qu'on accepte que le groupe décide, choisisse, fasse des propositions et les valider, mais dans un cadre qu'on avait travaillé ensemble, compris et partagé. Voilà. Voilà. Alors nous, dans l'idée de communication, on est un peu dans l'idée de transversalité, comment dire, de transférabilité. Voilà. C'est-à-dire qu'on essaye de vous le présenter de sorte que ça vous parle, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire. Alors nous, ce qu'on voulait souligner quand même, c'est que notre échelle, elle est plus petite que la vôtre. Voilà. Donc, c'est 7 établissements hein, en Creuse, à l'ADAPI, puisque, en fait, le projet qui vous est présenté, c'est un projet qui a été un peu cadre pour penser la promotion de la santé appliquée aux différents établissements. Et donc, c'est 140 professionnels, moi, je crois. Ça, je voulais le souligner parce que c'est pas pareil quand on travaille sur, je crois, vous avez 10 fois plus de professionnels, enfin beaucoup plus. Voilà. Donc voilà, ça veut dire que peut-être pour reproduire une démarche, il faut revenir à une échelle plus petite, parce que là, ce qui était intéressant, c'était quand même l'interconnaissance entre les établissements, les professionnels. Vous voyez, ça a quand même beaucoup aidé dans la démarche à trouver aussi la transversalité, parce que tout le monde connaissait les missions des uns et des autres. Voilà. Alors, un élément aussi important, le COPIL Santé donc, est constitué de membres, donc des professionnels de tous horizons. Donc, on a des éducateurs, psychologues, moniteurs éducateurs. Voilà. L'idée, c'est d'avoir toutes les professions représentées et des différents établissements. Donc déjà, ça, c'est un premier levier parce que ça va permettre ensuite de faire la courroie de transmission avec le terrain pour changer des pratiques ou pour en mettre en place, etc. On va vous faire passer 2 témoignages audio de collègues qui font partie du COPIL Santé et qui souhaitaient s'adresser à vous pour vous expliquer un petit peu comment ça s'était passé. Pluridisciplinaires se sont inscrits volontairement dans ce groupe de travail en 2013, avec chacun sa propre vision de la santé d'une manière générale ou de la santé au travers de leur activité professionnelle. Le groupe, qui venait d'horizons divers, foyers d'hébergement, foyers de vie, ESAT, SAVS, n'avait en fait presque aucune représentation commune, alors qu'il lui était demandé de faire des propositions sur des projets communs aux établissements. Chaque représentant du groupe est chargé de rendre compte du travail du COPIL Santé lors des réunions de leur propre service. Séverine, AMP, et Rachel, infirmière, vont vous parler de ce COPIL Santé. De ma première réunion, je me suis demandé ce que je pouvais apporter au groupe, car des infirmières et des psychologues étaient présentes et que leur formation de base est réellement le domaine de la santé. Les soignants, pensant plus aux soins et au médical, parlaient des médicaments, le suivi des dossiers médicaux, la traçabilité. De plus, une démarche par l'IREPS devait porter ce projet et je n'arrivais pas à me projeter dans la réalisation de ce travail. Rachel, infirmière, après plusieurs séances de travail, nous avons réussi à mettre en commun une façon de penser la notion de santé qui n'était plus propre à chacun, mais vue d'une manière plus globale. La difficulté ne se situait pas uniquement dans les formations diverses des professionnels, mais également dans l'accompagnement des personnes accueillies. Nos établissements recevant des publics très différents, le handicap mental peut être léger, mais certains foyers accueillent des personnes très dépendantes et parfois sans possibilité de communication verbale. Je travaille dans un foyer de vie. Pour moi, ce qui était important et qui, pour moi, était relié à la santé concernant surtout l'hygiène corporelle, l'alimentation, le vieillissement de la population, la sexualité, etc.
Et ces thèmes et des degrés d'accompagnement variés pouvaient en effet concerner tous mes collègues du groupe. Cependant, on ne voyait pas trop comment travailler sur ces thèmes auprès des personnes, donc finalement on a opté pour leur demander individuellement à travers un questionnaire « C'est quoi pour vous être en bonne santé ?» Au dépouillement du questionnaire, on s'est aperçu que la notion de pathologie était secondaire et que la notion de bien-être était importante. Être en bonne santé pour les personnes accueillies, c'est pouvoir sortir, faire du sport, partir en vacances, avec une bonne image de soi, une bonne hygiène de vie, un bon sommeil, les relations familiales. Mais aussi le vécu du traitement, les relations amoureuses, sexuelles, la forme physique, avoir le moral, ne plus être contrarié, être bien dans sa tête, être bien dans son corps. À partir de là, la conseillère de l'IREPS nous a aidés à construire la démarche. On a listé les déterminants de la santé repérés, puis on a recherché quels étaient les facteurs influençant ces déterminants. Et au final, on a trouvé les actions de santé possibles à mettre en œuvre sur les différentes structures. Ensuite, des fiches Action Santé qui mêlaient les thèmes soumis par les professionnels et les thèmes choisis par les personnes accueillies ont été élaborées et chacune d'elles devait être réalisée dans un temps plus ou moins long, de 1 à 5 ans, dans chaque établissement. Des professionnels qui ne faisaient pas partie du COPIL Santé pouvaient néanmoins mettre en place une fiche action sur son lieu de travail si le thème l'intéressait. Par exemple, dans notre foyer, une monitrice éducatrice a créé une fiche de liaison entre le foyer de vie et l'organisme de séjour adapté pour obtenir les informations précises sur le déroulement du séjour. Aujourd'hui, nous faisons le bilan des actions menées sur ces 5 ans. Nous avons également élargi la mission du COPIL en s'intégrant dans des groupes de travail avec des partenaires extérieurs, colloques, réseaux de santé, territoires, déficiences, etc. Et des nouveaux collègues se sont joints à nous pour poursuivre ces actions et en proposer de nouvelles. Donc voilà les témoignages des collègues de l'ADAPI 23. Comme vous l'aurez compris, on a donc passé cette phase de diagnostic et là on en est à terminer le projet avec la réalisation des différentes actions. On voulait faire un moment là pour vous important sur la question du diagnostic. Voilà, et Sylvie va vous présenter cette partie. Oui, voilà. On n'a pas été trop puriste en méthodologie dans le diagnostic en fait. Moi j'avais un peu la formation de l'approche ethnographique, alors on se les jouait un peu comme ça parce que du coup ça permettait à chacun d'être un peu participant. Donc les éducateurs ils ont recueilli, alors on parle de questionnaire mais ça n'a pas toujours été un questionnaire, c'était un questionnaire passé en face à face évidemment parce que le questionnaire ça demande sinon d'avoir des compétences en lecture-écriture, donc c'était pas le but de sélectionner. Donc ça les éducs se sont rapprochés des personnes en foyer. Moi, j'ai été impliquée pour recueillir la parole, par exemple, des salariés en ESAT, donc avec les représentants des salariés. J'ai aussi mené les diagnostics sur certaines équipes, notamment l'équipe des SAVS. Voilà. On avait une matière, en fait, tous ceux qui voulaient participer ont apporté leur avis, et puis après, on avait encore des longues discussions dans le cadre du COPIL. Donc il y avait énormément aussi, je dirais, d'anecdotes qui surgissaient parce que la santé, ça parle à tout le monde, parce que tout le monde dans sa pratique a une expérience. Et du coup, on a essayé de structurer cette parole. Après, ça a été ça le déclic en fait, parce que sinon, on pouvait rester sur trop de matière et pas assez de fil conducteur pour arriver vraiment à l'action. Voilà. Donc du coup, peut-être juste, je vous laisse parler de ce que ça a produit en termes de... Voilà. Alors, cet accompagnement, en fait, il a été fait donc à l'occasion du COPIL Santé, de ces réunions. On se regroupait. Sylvie animait aussi ces groupes. Et en fait, ce qui se passait, c'est tout simplement les professionnels racontaient leurs pratiques. Voilà, ça partait à bâton rompu, voilà, dans la discussion.
Et Sylvie, à chaque fois, nous ramenait sur « Ah ben oui, là, vous êtes en train de parler de l'environnement. Ça, c'est un déterminant important de la santé. Là, vous êtes en train de parler des compétences propres de la personne. Là, vous parlez de... » Et en fait, si vous voulez, tout le savoir de terrain que vous avez, et bien, à un moment donné, il est repris comme ça, et ça prend sens. Et du coup, à force de discuter, à force de cet accompagnement, il y a eu aussi un processus de formation de l'équipe. C'est-à-dire que maintenant, ils n'en sont plus comme ils en étaient au tout début. Là, ils sont capables de parler des déterminants de la santé. Ils sont capables de dire, mais oui, mais ça, quand je fais ça, ça influence réellement son bien-être, etc. Voilà. Donc, en plus de l'accompagnement méthodologique, il y a eu un transfert de compétences via l'équipe sur les questions de promotion de la santé. En fait, cette reprise de toutes les données qu'on avait, en fait, l'idée, c'était de le ramener à des axes de la promotion de la santé, puisque l'objectif, c'était de formaliser un projet de promotion de la santé. En fait, ce qu'on se rend compte dans cette démarche, c'est que les gens en font sans le savoir. Donc, l'idée, c'était de formaliser pour pouvoir plus le développer, l'intégrer dans les projets d'établissement. Alors, il fallait un outil. Donc, on a choisi l'outil de catégorisation des résultats. Alors, c'est un outil, comme son nom l'indique, qui est plutôt pour analyser des projets de promotion de la santé. Mais en fait, c'est aussi un outil qu'on peut utiliser dans l'autre sens. Alors, en gros, c'est un outil où on pointe les déterminants de la santé en les catégorisant dans 3 grandes cases, qui est l'environnement physique, l'environnement social et les aptitudes individuelles des personnes. Vous savez, souvent, quand on parle de promotion ou de prévention, on voit tout de suite plutôt les actions vers l'individu. Mais bon, ça a été souligné par tous les intervenants ce matin. Il faut vraiment sortir de cette vision-là, d'ailleurs qui pointerait surtout une responsabilité finalement individuelle pour aller vers une responsabilité collective qui se trouve aussi dans les environnements concrets, favorables ou pas, aux bonnes attitudes, aux meilleures attitudes que chacun détermine pour lui. Donc créer des environnements favorables. Et le guide, donc l'outil de catégorisation des résultats, après avoir pointé les facteurs qui rentrent dans l'environnement social, matériel ou les aptitudes individuelles, les déterminants plutôt, il pointe quels sont les facteurs qui interagissent. Et là, donc, il est déjà construit, cet outil. C'est un outil qui a été créé par la Suisse. Bon, ça y est, je crois que je ne sais plus comment ça s'appelle, mais oui, qui a été repris par l'INPES, adapté au départ. Voilà. Et donc, quand on arrive sur les facteurs qui agissent sur les déterminants, on a pratiquement les axes de la promotion de la santé, c'est-à-dire l'engagement au niveau des écrits significatifs, qui reprend un peu, vous voyez, quand on a présenté les axes de la promotion de la santé, on a un aspect réglementaire. L'aspect réglementaire qui se situe à un niveau national dans les politiques de santé, ou même d'autres politiques qui influent sur la santé, on peut le retrouver au niveau des établissements, dans les écrits significatifs que vous avez, qui sont le projet associatif, les démarches qualité, etc. Donc voilà. Après, on a un autre axe sur la participation. C'est quoi, comment on met en œuvre la participation avec différents axes là aussi. On a un axe sur le développement de compétences. On a un axe sur, bien sûr, le détail de ce que sont des milieux favorables sur le plan matériel. Et donc, du coup, toutes les données qu'on avait du recueil de diagnostic, on les a replacées dans les cases. Et une fois que c'était replacé dans les cases, on a, à ce moment-là, imaginé les actions qui pouvaient correspondre pour interagir sur ces facteurs. Ouais, c'est une structuration qui s'est jouée là. Alors la structuration, elle n'est pas simple. Quand Sylvie est arrivée avec son outil, pour nous c'était un peu imbuvable. Donc voilà, le but c'était de... Mais ça a été essentiel parce que c'est à partir de là, c'est un moment un peu, on va pas dire douloureux, mais c'est un moment un peu compliqué. Voilà, de se tordre un peu l'esprit, à se dire comment ça peut rentrer, etc. Mais en fait, ça a été extrêmement productif. C'est-à-dire que de ça, on a pu dégager 97 actions santé. Alors, d'actions santé très simples à des choses plus complexes.
Voilà, donc je vais vous prendre des exemples pour que ça vous parle, hein. Alors, l'outil de catégorisation, il nous a permis de construire dans des activités de promotion de la santé. Ensuite, une fois qu'on a eu toutes ces actions que je vais vous décrire un petit peu tout à l'heure pour que ça vous parle, on s'est dit qu'est-ce qu'on en fait et comment on fait? Parce qu'on a ces 7 établissements, il faut pouvoir agir voilà, à tous les niveaux, il faut pouvoir le relayer, il faut pouvoir le communiquer, il faut pouvoir asseoir ça dans les pratiques, etc. Donc c'est pas simple. Et en fait, ce sont les membres du COPIL Santé qui ont fait dans chaque établissement, à l'occasion des réunions de service, de la communication sur le projet santé, sur les actions qu'on avait commencé à définir. Et au même moment, il y avait l'opportunité des projets d'établissement. Donc les projets d'établissement étaient en train de se refaire, de se redéfinir. Donc en fait, il nous a semblé opportun d'utiliser les projets d'établissement des différentes structures pour intégrer les différentes actions santé. Mais en fait, comme vous l'expliquiez tout à l'heure Séverine et Rachel dans le témoignage, il y a des établissements qui sont très divers. Donc pour qu'il y ait de l'appropriation, il fallait que les professionnels, dans leur champ d'intervention, par exemple dans un foyer de vie, ou dans un ESAT, ou dans un SAVS, eh bien, quelles sont les priorités pour nous? Qu'est-ce qu'on met en place? Et en fait, les établissements, les équipes, n'avaient pas forcément les mêmes priorités. Et ce mouvement-là a permis en fait aux équipes de s'approprier les actions à mettre en œuvre. Voilà. Alors, je vais vous citer quelques actions. Il y en a une à laquelle je tiens beaucoup, c'est se décentrer de ses propres représentations sur les questions de santé et construire une posture éthique éducative. Voilà, par exemple. Se former à la psychopathologie, les questions de santé mentale, créer un fonds documentaire sur les thématiques relatives à la promotion de la santé, collaborer avec les partenaires locaux pour favoriser l'accès aux activités de loisirs, aux activités socialisantes, créer des collaborations avec les EHPAD sur les problématiques de l'accueil des personnes handicapées vieillissantes. Et pour vous prendre un exemple plus précis, parce qu'à chaque fois on rentre dans le détail, mobiliser les équipes du médico-social dans les EHPAD pour animer des activités. Ou former le personnel soignant à l'accueil des personnes handicapées vieillissantes, jeunes, par l'intermédiaire d'un réseau d'échange de savoir interprofession. Voilà. Alors, je dis personnes en situation de handicap vieillissante jeunes, c'est-à-dire que quand nos résidents sortent des ESAT, quelquefois ils ont 55 ans, ils se retrouvent en EHPAD. Et voilà, il y a des difficultés, mais que vous devez connaître certainement. Voilà, travailler avec les services de l'association des soins palliatifs, avec l'école d'infirmières. Donc on reçoit des infirmiers régulièrement sur les établissements pour travailler sur des projets de promotion de la santé. Et ça nourrit nos pratiques. Voilà, donc c'est tout un tas d'actions comme ça. Vous voyez, il y a des choses simples, des choses plus compliquées. Une chose très simple, pour vous dire que ce n'est pas tout à fait un projet réussi, parce qu'il y a des choses très simples qu'on n'a pas fait. Du type, les résidents nous avaient dit l'importance pour eux de choisir leur vaisselle et d'avoir une nappe sur leur table. Voilà, enfin, vous voyez, des choses assez simples à mettre en œuvre qu'on n'a pas mis en œuvre. On a fait des choses plus complexes, mais sur des choses simples comme ça, on ne les a pas faites et pourtant c'est essentiel. Je vous ai pris d'autres exemples ici. Intégrer la partie médicale dans le projet personnalisé. Voilà. Des fiches suivi santé pour les SAVS. Voilà, la difficulté pour les équipes de suivre la santé des personnes avec elles dans les SAVS. Également, les recommandations de la Haute Autorité en Santé sur certains suivis, certaines pathologies, le diabète, également les personnes qui prennent des neuroleptiques qui ne sont pas suivies ou mal suivies parce qu'il y a peut-être parfois une méconnaissance des nécessités de suivi, par exemple cardio, régulièrement, je crois que c'est tous les 5 ans, etc. Donc ça, il faudrait pouvoir à partir de ces normes, pouvoir se rédiger des cahiers des charges et puis l'appliquer de façon très personnalisée aux besoins que les personnes ont.
du travail aussi sur les cadres de vie des ESAT, sur les salles de détente, salles de pause. Créer des espaces concrets d'élaboration entre les ESAT et les foyers. Voilà, bon, tout un tas d'exemples. Ça, ce sont les actions que nous avons dégagées, en fait, grâce à ce projet de promotion de la santé. Et donc, on a mis en œuvre sur les 5 ans. Alors, pour vous dire, voilà à peu près où nous en sommes. Donc, sur 97 actions santé, nous avons 49% d'actions qui sont réalisées, 34 qui sont en cours et 17% non réalisées. Voilà, donc on espère que d'ici quelque temps, on aura avancé un peu plus. Décembre 2018, on termine. Maintenant, se posent à nous d'autres questions. Voilà, c'est la dernière vignette. Sylvie, voilà, on va vous parler un petit peu des perspectives. Alors c'est vrai qu'on se posait la question parce que du coup, la présentation de Monsieur Desportes, c'est important pour vous. On voit à quel point ça correspond vraiment à des attentes. Alors Cécile me disait, alors est-ce qu'on continue sur la promotion de la santé ou est-ce qu'on passe sur cette démarche-là? Et je dis, mais il n'y a rien d'incompatible en fait. Hein. La promotion de la santé, c'est une démarche intégrative. C'est avoir cette attention qu'on a évoquée depuis le début, d'être dans une approche globale de la santé qui ne se réduit surtout pas ni à la déficience, ni à l'action qu'on peut mener auprès des publics. C'est agir sur les environnements. On a bien vu, enfin moi, d'emblée, bon, il faudrait prendre le temps de le travailler parce que la présentation de M. Desportes, c'était quand même complexe, mais on voit très bien les liens qui sont à faire. Alors nous, on a essayé de le faire là dans le guide dont parlait Domitille, en essayant tout simplement de faire les liens entre les axes de la promotion de la santé et vos obligations dans les établissements médico-sociaux. Et bien maintenant, il faut faire la même démarche avec la démarche de celle du réseau d'efficience, où on a bien vu que l'approche globale, elle s'illustre. Hein. Il ne s'agit surtout pas que de penser l'action auprès de la personne, il s'agit de créer des environnements favorables qui vont limiter son handicap ou son inadaptation. Donc moi, je ne vois pas du tout d'obstacle. On a aussi, nous, Domitille l'a souligné, un gros axe sur la participation. Ça rejoint vos démarches d'autodétermination. C'est juste un état d'esprit, la promotion de la santé. Même si on ne l'appelle pas promotion de la santé demain, l'important, c'est d'avoir intégré cette approche globale, cette approche où on ne peut pas se passer de la vie des gens pour travailler pour eux. En fait, hein, nous, on disait depuis longtemps dans notre réseau, d'IREPS qui s'appelait CODES à l'époque, on disait il faut être dans le respect des équilibres individuels et sociaux, prendre conscience que la santé c'est pas uniquement objectivé par l'approche médicale, c'est aussi ressenti. La santé, et que c'est cette santé ressentie qui va vous permettre d'aller vers l'autodétermination aussi. Enfin voilà, les liens, à mon avis, ils sont tout à fait possible de les poursuivre, même si on retient plutôt les termes d'autodétermination, de citoyenneté, etc. Mais je vous invite quand même à prendre connaissance du guide, hein, qui va être diffusé largement, hein, dans vos réseaux, puisqu'on a travaillé au niveau national aussi avec les grands réseaux du champ du handicap, et vous verrez que l'idée, c'est de s'approprier cette démarche-là. Après, vous remplissez avec ce que sont vos priorités aujourd'hui, qui seront peut-être différentes. Voilà. Il a ce look-là. Il vient d'être imprimé à de nombreux exemplaires par Santé publique France, enfin, sur des financements de Santé publique France par la FNES. Et l'idée, c'est que vous l'appropriez. Nous, on l'a voulu assez généraliste pour juste faire passer un état d'esprit et que vous puissiez faire le lien avec vos priorités, comme ça a été le cas du projet cadre à l'ADAPI, où en fait, le cadre qui a été proposé a permis à chaque établissement de prioriser ce qui était le plus important pour lui sur 5 ans. Voilà, et puis maintenant, il a rejoué parce que les priorités, elles bougent. Voilà, moi je voulais juste terminer sur une chose qui me semble très importante, c'est la prise en compte d'un accompagnement qui est global.
Les risques actuellement avec les choses qui arrivent, c'est que les professionnels soient clivés, encore plus clivés qu'ils peuvent l'être actuellement, le médical, les services éducatifs, les ESAT, etc. Donc l'idée, c'est vraiment que chacun détient à un moment donné un savoir sur la personne détient un savoir sur elle, la famille détient un savoir, et il est urgent, parce que je pense qu'on est un peu aussi peut-être un peu en retard, il est urgent de considérer ce travail pluridisciplinaire, et je pense vraiment, moi j'ai terminé par la filière déficience parce que je suis convaincue, je ne sais pas ce que vous en avez pensé de cette présentation ce matin, mais que là, pour les professionnels de terrain, il y a quelque chose qui s'ouvre d'important. Voilà, donc à travailler. Et pour le coup, ça aussi, c'est un projet santé. Ça peut être un projet santé, un nouveau projet santé. Voilà, pour l'avenir. Merci, merci beaucoup, Madame Kirsch et Madame Poli, de l'ADAPI de la Creuse. On n'a pas terminé avec la Creuse. Monsieur Cotier, à vous la parole. Je conclurai assez brièvement. Merci. Donc, Emmanuel Cotier, je suis directeur du pôle vie sociale à l'ADAPI de la Creuse, donc pôle qui concerne plusieurs établissements et services. Donc peut-être en guise de conclusion rapide, moi ce que je peux dire de ce projet en tant que chef d'établissement, c'est que pour moi c'est vraiment un projet qui est à la fois structurant et fédérateur. Alors structurant déjà au niveau interne, on a vu 97 fiches actions qui ont été sorties du projet. Tout l'intérêt que nous avons vu par rapport à nos projets d'établissement, c'est d'avoir une sorte de grande boîte à outils à l'intérieur de laquelle chaque établissement, et quel que soit son domaine d'activité, qu'on soit sur un habitat, foyer de vie, foyer d'hébergement, service d'accompagnement à la vie sociale, et même, et c'est là où c'est intéressant pour nous, une structure de travail, donc les ESAT, et bien, quel que soit l'endroit où on se trouve, quel que soit son métier, et bien, quand on a construit les projets d'établissement, on a pu aller se référer à cette immense boîte à outils, et puis comme ça, ressortir des fiches actions qui étaient pertinentes pour les projets d'établissement. Donc un axe en interne structurant qui était vraiment pertinent. Sur un niveau plutôt externe, donc une structuration aussi pertinente en termes de réseau, les actions qui ont été déclinées sur le projet de promotion de la santé nous ont permis, à titre d'exemple, entre l'année 2014 et l'année 2016, de pouvoir fidéliser, structurer des partenariats qui étaient soit naissants, soit existants dans notre département. Donc en 2014, nous avons signé une convention d'intervention commune avec les structures d'hospitalisation à domicile. Nous avons également signé une convention avec l'Institut régional en formation de soins infirmiers. Nous avons également signé une convention de partenariat avec le centre hospitalier de Guéret. L'année d'après, avec le centre hospitalier d'Aubusson. Toujours en 2015, une avant-dernière convention avec l'équipe mobile de soins palliatifs. Et puis en tout début d'année 2016, c'était la dernière grande convention en date, une convention avec le centre hospitalier spécialisé de Saint-Vaury, qui est situé dans la proche banlieue de Guéret. En tout cas, c'est le centre hospitalier spécialisé local auquel tous les établissements font appel aux références. Donc voilà, une double approche à la fois en interne et à l'externe qui était structurante. En externe également, ça nous a permis de rejoindre des réunions de contrat local de santé, d'intégrer des réunions aussi de préparation de mise en place d'une maison de santé à Aubusson, et puis également d'intégrer un groupe expert en santé mentale. Donc vous voyez, c'est vraiment une forme aussi extrêmement utile, je dirais, qui a pu être utilisée par rapport à aux différentes fiches actions qui avaient été sorties. Alors le dernier point, je le disais tout à l'heure, c'est aussi un axe fédérateur. Fédérateur, je dirais, sous deux aspects. Tout d'abord par rapport aux personnes en situation de handicap elles-mêmes. Elles ont été à l'origine et auteurs du propre diagnostic qui les concerne. Donc en ce sens, les personnes ont émis non seulement des problématiques qui leur étaient communes, mais tout l'intérêt aussi, c'est
de prendre connaissance mutuellement de ce diagnostic. C'est une forme de miroir vis-à-vis duquel ils se sont rendus compte que non seulement elles étaient en capacité d'exprimer un diagnostic vis-à-vis de leurs besoins, de leurs envies par rapport à la santé, et puis de se rendre compte que leurs camarades, leurs collègues, sur un même établissement ou même sur un autre établissement ou une structure de travail, avaient également les mêmes besoins. Donc c'est cette prise de conscience finalement et ce regard porté sur soi-même qui, je pense, a été aussi extrêmement enrichissant pour les personnes. Donc on a pu ainsi mettre réellement en place toutes nos notions de participation et d'autodétermination. Et puis enfin, pour terminer, fédérateur vis-à-vis des professionnels qui, là encore, non seulement de par les diagnostics réalisés en commun, un petit peu à l'image des personnes, se sont rendus compte qu'on travaille sur un SAVS, sur un ESAT, sur un foyer d'hébergement, on peut parfois comme ça sortir des dimensions qui sont communes à chacun des professionnels. Donc prendre conscience de cette notion-là, et puis de se dire que finalement, lorsque l'on a sur la table très concrètement les actions auxquelles on pense, c'est de se dire que vraiment la santé, c'est pas uniquement l'affaire de l'infirmière ou du médecin psychiatre qui intervient comme ça une fois par semaine, mais c'est réellement l'affaire de tous, et que chacun est vraiment concerné par ce grand projet qu'est la santé. Donc voilà ce que je puis dire, et enfin, en toute fin, c'est de dire que réellement, là également en termes de production, c'est vraiment un projet qui a intégré les pratiques de chacun des professionnels, quelle que soit leur place, quel que soit leur métier. On va dire qu'on a toujours en filigrane ce fil conducteur auquel les personnes qui travaillent dans nos établissements savent se référer. Merci. Merci. Monsieur Cotier, autre partage d'expérience, toujours dans le cadre de cette première table ronde, cette fois direction les Hautes-Pyrénées, son ADAPI, et Madame Raza, pour une approche transversale de la santé qui va nous être exposée. Madame Raza. Bonjour à vous tous. Je suis donc Marie-Claude Raza, chargée de mission santé au sein de l'ADAPI des Hautes-Pyrénées. Il m'a été demandé de vous présenter la thématique « Une approche transversale de la santé ». La santé, vous savez, nous avons tous nos propres représentations de notre santé, jusqu'au jour où des facteurs prédisposants ou des facteurs déterminants la requestionnent. De manière introductive, j'avais imaginé vous présenter la définition de la santé, mais je pense que vu l'ouverture ce matin sur cette définition, je vous propose de l'enjamber pour nous concentrer sur l'organisation au sein de l'ADAPI des Hautes-Pyrénées. Tout d'abord, il existe une commission santé. Cette commission est composée de nos 2 vice-présidentes, ainsi que des directions des établissements et de nombreux professionnels de terrain. Elle se réunit à fréquence trimestrielle et l'objectif étant de répertorier les problématiques en cours et de définir un plan d'action, si possible de manière transversale. Mais la santé, et vous le savez bien, elle s'inscrit aussi sur un territoire. Et ce que nous pouvons partager, je pense, en commun, c'est quelques difficultés, notamment des ressources médicales, mais pas que, qui s'amenuisent. Ça se traduit concrètement comment? Par des rendez-vous médicaux qui s'allongent, dont les délais sont allongés, mais aussi avec des cabinets thérapeutiques qui ne sont pas toujours adaptés et accessibles à notre public, ou encore des déplacements parfois pénibles, voire compliqués pour les résidents que nous accompagnons. Ainsi, l'ensemble de ces déterminants questionnent nos organisations et nous devons nous orienter vers de nouvelles pratiques. Alors, je vais aller vite sur le projet de l'UNAPI, projet de téléodontologie, permettant des actes de dépistage par de la téléexpertise, mais ça, c'est la prochaine table ronde tout à l'heure. On vous parlera aussi de notre expérience sur notre département. Donc la prévention, c'est aussi un suivi cardiologique. Vous le savez sûrement, un certain nombre des personnes que nous accompagnons ont recours à des traitements neuroleptiques. Ces traitements nécessitent la réalisation d'un électrocardiogramme annuel.
Ainsi, pour ce faire, nous réalisons les tracés d'électrocardiogramme dans nos établissements. Ces tracés sont ensuite acheminés vers un centre de cardiologie avec qui nous avons conventionné et nous avons en retour les lectures pour les médecins traitants. Vous dire que, par exemple, en 2017, nous commencions cette démarche et nous avons réalisé plus de 200 électrocardiogrammes dans nos établissements. La prévention, c'est aussi parfois aussi des opportunités. Nous avons la chance d'avoir un camion mis à disposition par le CH, le centre hospitalier de Lannemezan, qui se nomme un camion team, qui permet de se déplacer dans nos établissements et de réaliser dans une démarche préventive, notamment des clichés radiologiques ou des échographies ou des mammographies, par exemple. Toutes ces démarches, évidemment, s'inscrivent dans les initiatives du plan régional santé 2018-2022. Mais d'une manière plus pratico-pratique, la santé, c'est aussi notre alimentation, notre quotidien, au jour le jour. C'est tout simplement repenser notre alimentation en s'appuyant par exemple sur le plan national nutrition santé qui préconise notamment d'augmenter nos apports en fruits et en légumes frais ou encore de réduire notre consommation en sel. Ceci est inscrit dans notre démarche qualité-restauration. Alors, vous l'avez bien compris, si la démarche préventive vise à éviter les maladies, la démarche curative à œuvrer pour le maintien de la santé, nous sommes confrontés, comme beaucoup d'entre nous, à un public majoritairement vieillissant. C'est-à-dire, ce public nous exprime parfois son désir de rester jusqu'au bout dans son lieu de vie. Ainsi, en partenariat, et je vois que ça se duplique, en partenariat avec l'hospitalisation à domicile, mais également le réseau des soins palliatifs et aussi une très forte implication de nos professionnels dans cet accompagnement relativement inédit, le choix de la personne accueillie est respecté. Mais vous comprendrez bien que toutes ces nouvelles pratiques, toutes ces nouvelles expériences qui sont mises en cours nécessitent de prévoir des temps de formation pour accompagner nos professionnels qui voient des professionnels qui sont là depuis, pour certains, de nombreuses années. Et en fait, ils ont vu les personnes accompagnées qui avaient 30, 40, 50, voire plus maintenant. Et en fait, leur métier a complètement changé et ils sont confrontés au quotidien au vieillissement des publics. Donc nous organisons des formations-actions. La dernière en date étant l'hygiène bucco-dentaire. L'idée étant d'apporter des connaissances complémentaires aux professionnels pour optimiser la qualité de nos prestations. Vous l'avez bien compris, l'ensemble de ces actions engagées s'inscrivent dans la lignée formulée par Agnès Buzyn qui précise que nous devons mettre au premier plan l'intérêt du patient. Mais de manière plus globale, la santé aussi, c'est prendre en compte les informations que l'on collecte au quotidien, c'est-à-dire l'information du dossier de l'usager, permettant au fil de l'eau la traçabilité de données tant sur le projet personnalisé que sur l'accompagnement en soins tout au long de son parcours. Je dirais enfin, de manière conclusive, que nous devons poursuivre nos actions initiées, nous inscrire dans des projets inédits et ainsi nous ouvrir à de nouveaux possibles. Merci de votre attention. Merci, Madame Raza. Derniers intervenants de cette première table ronde de l'après-midi, l'ADAPI de l'Aveyron et du Tarn-et-Garonne, avec Madame Taillade et Sophie Raymond.
Écoutez, je crois que c'est un peu difficile pour nous, après tout ce qui a été dit, d'intervenir, parce que c'est vrai que vous allez peut-être réentendre encore une énième fois des propos qui ont été tenus depuis ce matin. C'est vrai qu'on a pensé qu'à un moment donné, c'était important de positionner à l'ADAPI 1282, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on envisage, quels sont nos projets, un petit peu où est-ce qu'on en est. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, on s'est beaucoup préoccupé dans nos associations parentales du plan social, du plan éducatif, de créer des places, de créer des établissements. Et au jour d'aujourd'hui, on est rentré dans une nouvelle époque et on est sur de nouvelles conceptions. Et c'est vrai que ce concept de la santé n'est arrivé que récemment dans nos associations. Or, et là je parle en tant que maman, qu'est-ce qui est plus important pour nous, parents, que la santé de nos enfants ? Qu'est-ce qu'on souhaite ? Enfin, moi, qu'est-ce que j'ai envie pour mon fils ? C'est qu'il soit bien dans ses pompes. Je crois que ça, c'est un facteur essentiel qu'on ne peut que revendiquer. Vaste chantier, donc, puisque d'abord, il fallait convaincre de l'importance du sujet, prendre la juste mesure de ce projet d'envergure, parce que je pense que c'est effectivement une révolution culturelle, hein, puisque c'est une autre approche de la personne, et de prendre la notion que la santé ne pouvait se limiter à quelques items dispersés. On avait le sport, on avait la vie affective et sexuelle. Ce sont des sujets, moi, que j'entends parler, ça fait peut-être 20 ans que j'entends parler de la vie affective et sexuelle. Voilà, c'est des choses qui arrivent un petit peu comme ça, sans cohérence. Il est donc temps d'avoir une vision un peu cohérente et d'envisager, d'aborder le sujet dans sa globalité et en prenant pleinement conscience que nous étions tous des acteurs en santé. Quand je dis tous, je parle bien évidemment de la personne, de sa famille et des professionnels qui l'accompagnent. En effet, si l'expertise médicale, le diagnostic, le parcours de soins sont l'affaire des professionnels de soins, l'accompagnement à la santé, c'est l'affaire de tous et doit être un axe essentiel de travail des professionnels qui accompagnent les personnes handicapées, qui accompagnent nos enfants. Donc c'est vrai que ce travail de réflexion mené avec l'IREPS sur les définitions, le questionnaire à destination des familles et des salariés, l'enquête menée auprès des personnes handicapées, et je dois préciser que cette enquête a été menée au niveau régional et que l'on a pu constater que les réponses les plus abondantes venaient essentiellement de deux zones de la région, c'était les Hautes-Pyrénées et c'était l'ADAPI 1282, et c'est vrai qu'il y a eu quand même de sa part de ces deux départements, il y a une très grosse prise de conscience sur la santé. Donc la préparation aussi de ces 2 journées de colloques nous ont permis, je pense à tous, de cheminer, d'identifier des pratiques comme entrant bien dans le cadre de la prévention et de la promotion de la santé, et de prendre pleinement conscience que le parcours de vie de la personne accompagnée est pleinement dépendant de son parcours santé. Dans le travail que nous aurons à mener, il est essentiel de cheminer sur l'approche des personnes et de mettre en place des modalités d'accompagnement qui insistent sur l'importance de l'autonomie des individus, une autonomie tant comportementale, c'est le faire seul, que décisionnelle, c'est le décider seul. Il conviendra donc de ne plus regarder la personne au travers de ses déficiences. Et c'est vrai que le professeur Desportes a fait un petit peu un parallèle ce matin par rapport à cette problématique de la compensation. C'est vrai que quand on dépose un dossier de demande de compensation du handicap, les familles, au départ, elles aimeraient bien montrer tout ce qui va bien. On leur dit non, il faut montrer tout ce qui ne va pas. Et c'est vrai que ça ne découle pas de soi, mais ça pourrait être un effet pervers un petit peu de la loi de 2005 que d'avoir à aborder la personne sous l'angle de ses déficiences. Donc, pour évaluer toutes ces efficiences, toutes ces capacités, et quelle que soit la personne, et je crois que ça a été dit aussi ce matin, même une personne en maison d'accueil spécialisée polyhandicapée, il y a toujours une petite lumière, il y a toujours une petite flamme qu'il faut aller chercher. Si on ne va pas la chercher, on ne la trouvera pas, mais elle y est. Et bien pour ça, il faut se donner les moyens d'évaluer ses compétences de façon fonctionnelle.
Alors là, je vais parler au niveau politique. Madame Raymond nous parlera ensuite au niveau professionnel, au niveau politique. L'association donc est maintenant mûre pour s'engager dans le vif du sujet en inscrivant la santé dans le projet associatif global, ce qui donnera du sens à l'engagement des professionnels dans l'accompagnement santé et donnera une dimension transversale. En inscrivant cet accompagnement santé dans les projets d'établissement et services, de manière continue et transversale à l'ensemble des thématiques, ce qui est essentiel à l'appropriation de l'accompagnement santé par les équipes. En objectivant le projet de vie de la personne au travers de son projet santé, en permettant à la personne accompagnée de devenir actrice de sa santé, en se donnant les moyens de travailler en réseau avec tous les partenaires potentiels et en se donnant les moyens de développer une expertise au plus près des avancées de la communauté scientifique. Alors je crois que dans ces propos, on a retrouvé tout un tas de choses qui ont été dites par l'ADAPI de la Creuse, voilà, je crois qu'on est, on est dans le bon tempo, on est dans le bon sens. Donc voilà ce programme ambitieux dans lequel nous sommes politiquement prêts à nous engager dès maintenant. Merci Madame Taillade. Sophie Raymond, directrice générale adjointe de l'ADAPI 1282. Alors pour compléter et pour finir, la question qui est posée là, c'est quel est l'impact au niveau de notre organisation sur l'aspect établissement et services. Alors avant toute chose, et là c'est une perception qui est complètement commune entre l'association, les établissements et qui nous fédère tous, aborder le sujet de la santé dans sa globalité permet d'enrichir la vision de la personne. Et c'est tout ce qu'a dit le professeur Desportes ce matin. On a vraiment une révolution à faire dans nos têtes et ce projet santé doit nous y amener. Non seulement il s'agit de considérer cette personne dans un environnement avec des relations sociales, avec des compétences et des envies qui lui sont propres. Il s'agit aussi de reconnaître, d'entendre une voix et de se projeter dans un avenir dans la vraie vie avec la meilleure qualité de vie possible. Alors, aborder le sujet de la santé, ça permet de creuser des constats. Tout d'abord, un constat lié à l'accès aux droits que l'on retrouve dans le livre blanc de l'UNAPI. Livre blanc de l'UNAPI qui a été traduit en FALC et je crois que c'était le SAVS 82 qui avait participé à cette traduction notamment. Alors, on l'a vu ce matin, le professeur Desportes l'a rappelé, un constat d'inégalité d'accès aux soins. On ne va pas y revenir, les inégalités territoriales, sociales, liées à l'âge et liées au handicap. Liées au handicap, on comprend le paradoxe, alors même que les besoins sont plus importants. Le handicap appelle une attention particulière, un accompagnement particulier, notamment lié à l'expression de la douleur, qui n'est pas habituelle. Également la prise en compte des spécificités de la situation, et ce qui entraîne le fait que ces personnes ne sont pas touchées par les campagnes de prévention. Donc ça rejoint ce que disait le professeur Desportes, on a un besoin majoré en santé, qui qualifiait l'expertise de l'INSERM, dit on a 4 fois plus de besoins en santé, mais on a un moindre accès aux soins. Au final, les personnes handicapées sont plus exposées que la population générale, non seulement du fait de leur handicap qui les prédispose à un risque plus élevé, la comorbidité, mais également du fait d'une prise en charge insuffisante et inadéquate. Un autre constat lié à la prise en compte de la personne, développer la reconnaissance de la capacité d'agir. Là, on revient au droit, toutes les personnes atteintes de tout type de handicap doivent jouir de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales.
charte de l'ONU signée par la France en 2010. L'approche de l'autodétermination de la personne présentant un handicap, une déficience intellectuelle, repose sur le droit d'assumer le contrôle des décisions affectant sa vie, le droit à disposer d'elle-même. Cette reconnaissance est un pilier fondamental de la lutte pour l'égalité des chances et de la qualité de vie. Alors, on l'a dit, cette capacité d'agir renvoie à des habilités, à des attitudes à adopter. L'acquisition de ces aptitudes nécessite des apprentissages qui permettent de développer des capacités. Cet apprentissage, ça nécessite aussi la condition que le professionnel ne fasse pas pour, mais apprenne à faire. Une communauté d'action. La question de la santé n'est pas l'affaire de l'infirmier ou du médecin, on l'a déjà dit, même si je vois des infirmières dans la salle qui font ça très bien, mais ça ne doit pas rester dans leur bureau. Le résultat du diagnostic nous dit le contraire. Lorsqu'on demande aux professionnels de l'ADAPI, leurs réponses sont quasiment unanimes. La santé est en rapport avec le bien-être physique, mental et social. On a un terreau hyper favorable au sein de l'ADAPI, puisque 80% des professionnels partagent cette conception. On jouit d'un terrain favorable. Également, on ne peut pas faire seul, et la table ronde suivante nous le dira. Les relations sont encore trop limitées avec le secteur sanitaire et le secteur de la prévention. Il faut faire en sorte de réduire cet écart et de construire un dialogue, une coopération. On ne réinvente pas tout à l'intérieur de l'établissement. On s'ouvre sur l'extérieur et on fait avec ceux qui savent. En termes d'organisation, pour finir, aborder ce sujet, ça réinterroge notre organisation. On a un besoin d'associer tout le monde. Ça, c'est l'ADAPI 23 qui nous le livre. Si ça part que d'en haut ou que d'en bas, ça ne marche pas. Il faut qu'à un moment donné, toutes les dynamiques se rejoignent, que les professionnels se sentent autorisés à agir, à être innovants, et il faut qu'ils soient soutenus par une politique clairement affirmée. Besoin de mettre en place un travail de décloisonnement, non seulement en matière de prise en compte du parcours de vie, mais également en matière de coopération avec tous les acteurs de droit commun. Cela nécessite également une information accessible. Les problèmes ne s'arrêtent pas à 18 ans. On développe des modalités de communication, puis à 18 ans, on change d'établissement. On arrive, l'équipe qui nous reçoit n'a même pas le dossier et communique avec moi et je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Donc éviter ces ruptures, travailler là-dessus, avoir peut-être une organisation plus modulable avec des temps de transition qui sont plus longs. Peut-être qu'il faut plus de temps pour passer de l'enfance à l'ESAT. Là, des équipes sont en train de travailler sur la question. Je pense qu'il est important qu'on cible des points noirs et que collectivement on se dise comment on peut les résoudre. Besoin d'intégrer la question de la qualité de vie dans la politique qualité-bientraitance. Il n'y a pas la qualité d'un côté qui fait des procédures, la bientraitance signe en bureau, et puis la qualité de vie. C'est une globalité. Madame Kirch, votre présidente parlait de chapeau. Besoin d'associer la personne, rechercher l'envie et permettre l'expression de la communication, connaître les forces et les faiblesses, besoin également de reconnaître l'expertise d'usage des familles et des aidants. Le comité d'organisation de ces journées a intégré des personnes qui travaillent en ESAT et qui nous ont épatés, tant par leur... vous avez une communication qui est très directe, mais vous nous avez fait avancer, on a avancé collectivement sur ces journées. En conclusion, aborder le sujet de la santé permet de reconnaître la personne dans tout son être avec tous ses droits, dans une dimension dynamique, permet de fédérer et de poser des bases solides qui donnent du sens. Cette question de la santé et de la qualité de vie des personnes nous engage, doit être le but de toutes nos interventions. Non seulement elle sera pleinement intégrée dans le projet associatif, Madame Taillade y a fait référence, mais également dans les projets d'établissement et dans les projets individualisés. Pour ce faire, nous prendrons appui sur ceux qui ont déjà eu cette expérience. Voilà. Merci. Merci Madame Raymond.